La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur les positions adoptées par les différents pays de l'Union européenne par rapport aux décisions de la Cour de justice de l'UE concernant les accords commerciaux conclus entre Bruxelles et le Maroc. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Dossier du Sahara occidental, le jeu trouble de la Commission européenne ». Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran, seconde plus grande ville d'Algérie, le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est également connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Safawi, bonjour l'Afrique. Bonjour à vous, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ifriqiya FM. Comme à chaque numéro de Grand Angle, il y a avec nous Rima Louibi, enseignante universitaire et consultante de l'émission. Bonjour Madame Louibi. Bonjour Zine, bonjour Mokran et bonjour à notre cher professeur Monsieur Ben Saad. Merci Madame Louibi. Nous serons accompagnés dans ce numéro par Mokran Etouarabi, journaliste politique et grand connaisseur du dossier du Sahara occidental. Bonjour Monsieur Etouarabi. Bonjour à vous tous, bonjour au Dr Ahmed Ben Saada. Merci à vous, bienvenue à vous trois. Alors avant d'ouvrir le débat, permettez-moi de rappeler quelques éléments factuels importants. L'Algérie a demandé cette semaine des explications à certains pays de l'Union européenne suite à leur réaction à l'arrêt de la Cour de justice européenne qui a infligé un revers historique au Maroc sur la question du Sahara occidental. Rappelez-vous, vendredi 4 octobre, la Cour de justice européenne a définitivement invalidé les accords commerciaux entre le Maroc et l'UE qui incluent les territoires du Sahara occidental occupés. Selon l'agence de presse APS, qui cite une source bien informée, des ambassadeurs de pays européens, dont les noms n'ont pas été précisés, ont été reçus au siège du ministère des Affaires étrangères, où il leur a été demandé de fournir des explications sur les déclarations émises par leur pays concernant l'arrêt de la CJUE contre le Maroc. L'APS ajoute que la plupart des ambassadeurs reçus au ministère des Affaires étrangères ont affirmé que les déclarations en question ne signifient nullement leur opposition aux décisions adoptées par la Cour ou leur volonté de ne pas en tenir compte à l'avenir, comme tente de le faire croire le Maroc. Ils ont souligné que leurs pays sont des États de droit qui respectent les décisions de la Cour de justice européenne. Parmi ces ambassadeurs, certains se sont même dit surpris par le contenu de la déclaration publiée par la Commission européenne qui réitère le droit des contractants sur les arrêts prononcés par la plus haute instance judiciaire européenne. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, je vous adresse ma première question. Selon vous, à quel jeu joue la Commission européenne ? Serait-elle déjà en train de travailler contre les accords ou contre les décisions de la Cour de justice de l'UE ? Alors, l'Union européenne n'a jamais tenu dans son cœur notre pays, l'Algérie. Je vous rappelle que pendant les 25 dernières années, jusqu'à l'affaire du Maroc Gate, oui. En 2022, il n'y a eu aucune résolution qui mentionnait le Maroc, mais par contre, l'Algérie à chaque fois elle était prise, surtout pendant le Hirak, et à des moments bien précis, par exemple juste avant des moments importants comme les élections, etc., ou des référendums, oui. L'Union européenne, et par l'intermédiaire de sa sous-commission des droits de l'homme, a vraiment été extrêmement négative, extrêmement violente contre l'Algérie. Et on s'est rendu compte par la suite que cette histoire du Maroc Gate était bien
entretenu par notre voisin, le Maroc. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM ce qu'est le Maroc Gate, Dr Ahmed Ben Saada? Alors, on s'est rendu compte finalement que certaines personnes, comme la première qui a été attrapée la main dans le sac avec des valises d'argent, c'était Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen, ainsi que son compagnon Francesco Giorgi. Une autre personne très importante, qui est un député italien, qui s'appelle Antonio Panzeri, qui était l'homme du Maroc au niveau de l'Union européenne, et d'autres personnes, bien sûr, comme Andrea Cosolino, etc. Donc, on s'est rendu compte finalement que ces personnes-là recevaient énormément d'argent par l'intermédiaire de leur ambassadeur qui était en Pologne, et pour justement faire avancer le dossier du Sahara occidental au profit du Maroc. Mais ce qui est d'assez surprenant, peut-être pas surprenant, mais disons ce qui est d'intéressant, c'est que lorsqu'on a mis la main sur l'ordinateur de Francesco Giorgi, qui est le compagnon de la vice-présidente du Parlement européen, et c'est lui qui gérait l'argent en fait, on avait trouvé dans un fichier Excel, on avait trouvé une colonne Sahara occidental, etc., et puis une colonne Algérie. C'est-à-dire qu'on donnait de l'argent non seulement pour faire avancer le dossier Sahara occidental, ce qui est de bonne guerre pour le Maroc, parce qu'il veut défendre ses intérêts, mais il y avait une autre colonne d'argent qui était pour salir la réputation de l'Algérie. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une vaste manipulation du Parlement européen, de ses commissions, des droits de l'homme, etc. Et même la présidente de cette sous-commission des droits de l'homme Maria Arena, a été aussi accusée d'avoir trempé dans cette histoire. Je rappelle que Antonio Panzeri était extrêmement relié au Maroc, et il recevait de l'argent, mais aussi il bénéficiait de séjours à la fameuse ce qu'on appelle la diplomatie al-Mamounia, c'est-à-dire il avait des séjours avec sa femme, ses enfants, des séjours fastueux, des 1001 nuits, avec des cadeaux aussi, des cadeaux extraordinaires, juste pour faire passer. Donc, tout ce réseau de corruption, disons, qui était monnayé, qui était planifié par le Maroc, a éclaté au grand jour, et les eurodéputés honnêtes, il y en a encore, ont découvert une situation dramatique sur la démocratie, disons, dont se targue l'Union européenne, était vraiment, vraiment en danger. Ce qui est intéressant aussi à faire le parallèle, le Maroc faisait affaire avec une boîte de lobbying qui s'appelle Hill & Knowlton, et qui payait, donc c'était son principal, qui est situé à Bruxelles, et c'était son principal client, c'était le Maroc. Et on retrouve Hill & Knowlton en 1990, si vous vous souvenez très bien, en 1990, quand il y a eu la première guerre du Golfe contre l'Irak. Vous vous rappelez de l'histoire des couveuses que les Irakiens prenaient puis jetaient des bébés avec leurs couveuses, et qu'on avait vu une fille en train de pleurer et raconter au Congrès qu'elle avait vu de ses propres yeux des couveuses, des bébés se faire massacrer par des soldats irakiens. C'était complètement faux. Et la fille en question était la fille de l'ambassadeur du Koweït. De l'ambassadeur, exactement. C'était la fille Washington. de l'ambassadeur, et elle pleurait à chaudes larmes. Et en fait, on s'est rendu compte par la suite que Hill & Knowlton, la même boîte qui est utilisée par le Maroc, avait construit toute cette affaire médiatique pour la rondelette somme de 10 millions de dollars. Donc, vous voyez que un pays comme le Maroc n'hésite pas à soudoyer, à payer des gens pour faire avancer ces causes, et c'est sûr que
lorsqu'on voit la décision de justice dont on a discuté, Oui. la décision, en fait, l'arrêt de Cour de justice de l'Union européenne sur le Sahara occidental du 4 octobre dernier, le choc a dû être très grand. Donc, ils ont réactivé leur réseau, justement, pour pouvoir avoir le dessus, en fait. Et nous avons vu des vidéos d'eurodéputés comme je ne sais pas si les auditeurs probablement l'ont vu aussi, des eurodéputés comme Nicolas B et Guillaume Pelletier qui ont vraiment attaqué en fait, la décision de Cour de justice en disant que ce n'est pas normal, que le Sahara appartient exactement. Et comme par hasard, et comme on l'a discuté la semaine passée, Nicolas B et Guillaume Pelletier, ce sont des gens d'extrême droite. Ce sont des gens qui étaient au Front National, au Rassemblement National, et qui étaient aussi avec Reconquête d'Éric Zemmour. Et on s'est dit, mais la semaine dernière, on a parlé justement de cette droitisation de la France, et que la droite, finalement, la décision qu'avait prise Macron, c'était justement pour essayer de faire plaisir à cette frange de la société qui est devenue de plus en plus majoritaire. Et donc ces deux députés ont fait une vidéo qui a beaucoup tourné, et en disant que finalement, le Maroc, c'est la seule place fiable pour nos relations avec l'Afrique. Et cela revient aussi à ce que j'avais dit dans d'autres émissions, c'est qu'en fait, ils sont en train juste de démontrer que le Maroc est la pointe avancée de l'Occident en Afrique, et que c'est un pays où ils sont prêts à faire n'importe quoi. De toute façon, le Maroc a toujours bafouer les résolutions des cours internationales, que ce soit celle de 1975, on en avait parlé, la Cour internationale de justice, que ce soit celle du 4 octobre 2024, et autre chose aussi, c'est la Cour, je rappelle que la Cour africaine sur le Sahara avait prononcé un jugement sur le Sahara occidental le 22 septembre de 2022, où elle avait réitéré le principe d'autodétermination du Sahara occidental. Et donc, toutes ces juridictions qui sont internationales, que ce soit africaines, que ce soit européennes ou internationales, ont toujours donné raison au Sahara occidental du point de vue du droit international. Le Sahara occidental a le droit à l'autodétermination et a le droit de choisir l'avenir qui lui convient, qui convient à son peuple, contrairement à ce que tous les gens disent. Et donc, nous avons maintenant une bataille entre le droit international, le droit régional, et ce sentiment d'impunité de certains pays comme les États-Unis, la France, de certains pays européens occidentaux, et le Maroc aussi, le sentiment d'impunité. Il y a eu l'affaire Pegasus où des politiciens européens ont été personnellement espionnés, pas aucune sanction. Et il y a eu l'affaire de Morocco Gate, dont on a parlé au début, il n'y a eu aucune sanction. Donc ces gens-là vivent dans l'impunité totale, malgré des résolutions qui sont très fortes, des résolutions qui font honneur à l'humanité. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Toujours sur le même sujet, Mkoulana Eto Arabi, l'importance des décisions historiques prises par la Cour de justice de l'Union européenne au profit du peuple sahraoui réside pourtant dans leur pouvoir contraignant, obligeant toutes les cours de justice des États membres de l'Union européenne à les appliquer à la lettre. Les décisions de la CJUE sont définitives et exécutoires à l'échelle de tous les pays membres. Mais il est quand même étonnant que ça soit la Commission de l'Union européenne qui essaye de convaincre les pays ou de faire croire que les États membres de l'Union européenne ne sont pas astreints ne sont pas obligés de respecter les décisions de la CJUE. C'est quand même impressionnant, Mkoulana Eto Arabi. Oui, Dr Ahmed Ben Saada a souligné justement
L'influence du système de corruption mis en place par le Maroc au sein du Parlement européen, donc qui impacte aussi les décisions de la Commission européenne qui n'est pas souveraine dans sa décision. Au contraire, elle fait tout pour plaire au Maroc pour diverses raisons qu'on ne pourrait pas développer dans ce numéro, mais il est clair que le parti pris de la Commission européenne par rapport à cette question... il est quand même étonnant, la Commission européenne qui passe son temps à donner des leçons de démocratie. Tout à fait, justement, ça discrédite complètement l'Union européenne qui passe son temps à se targuer, à donner des leçons de démocratie au monde entier et de respect du droit international lorsque cette commission le veut. Et trouver des subterfuges qui n'ont aucun fondement juridique quand ça l'arrange. La Commission a essayé de vendre l'idée selon laquelle que les conventions, donc c'est le fameux Pacta Sunt Servanda qui a été mis en avant, comme quoi les conventions, quand elles sont signées, doivent être respectées, sachant que déjà le tribunal européen de justice a rendu une première décision en 2021. Et il y a eu un recours qui a été introduit, et là, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est une décision définitive qui est contraignante, qui n'est pas susceptible d'appel. Qui n'est pas susceptible d'appel et qui est contraignante, qui doit être respectée par les États européens, sauf s'ils veulent encore une fois montrer leur vrai visage de hors la loi, parce qu'il s'agit justement de respecter une décision de justice basée sur le droit international. Notamment sur la résolution 1514 qui justement donne au peuple colonisé le droit à l'autodétermination et à toutes les résolutions des Nations Unies qui confirment que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. La Commission européenne, comme certains membres du Parlement européen aussi, a toujours cherché à protéger le Maroc, parce que le Maroc effectivement sert de plateforme pour le monde occidental d'une manière générale, et l'Union européenne, ils veulent l'utiliser comme une sorte de porte d'entrée pour l'Afrique. Beaucoup d'intérêts lient certains pays, et quand on parle de l'Union européenne, il faut aussi parler des pays les plus influents par rapport à ce dossier, à savoir la France en première ligne et l'Espagne aussi, qui sont directement concernés par ce conflit. Au sein de l'Union européenne, le gros des manœuvres sont menées par des responsables français qui font tout pour protéger le Maroc. Mais ce qui est surprenant, Mohamed Touarabi, c'est que officiellement, à l'exception de la déclaration ambiguë du Quai d'Orsay sur les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, officiellement, aucun pays n'a déclaré qu'il ne respecterait pas les arrêts de la CJUE. Voilà. Mais ce qui est dangereux, et ce qui est dangereux, mais à la fois inquiétant, c'est que la Commission européenne publie un communiqué dans lequel elle laisse entendre que les pays ne respecteraient pas la décision de la Cour. Mais là, on est dans une entreprise de manipulation. En fait, le communiqué n'est pas l'émanation ou la volonté des États membres. Exactement. Aujourd'hui, la Commission européenne, elle est sous influence. Elle est influencée par des États qu'on connaît comme la France, qui orientent ses décisions par rapport à ses propres intérêts. Oui. Et ce n'est pas le cas d'autres pays européens qui soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. D'où d'ailleurs les clarifications apportées donc, lors de la réunion dont l'agence officielle APS a fait référence. Alors, des ambassadeurs en poste à Alger, qui été reçus au justement qui ont exprimé leur étonnement par rapport au contenu de ce communiqué de la Commission européenne. De ce que dit le communiqué de la Commission européenne. Tout à fait, on connaît que beaucoup de pays membres de l'Union européenne, notamment les
pays nordiques soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Oui. Le facteur de blocage dans ce dossier par rapport donc à l'espace européen, c'est essentiellement la France, Oui. qui fait tout et elle est dans toutes les batailles pour protéger le Maroc contre toute décision qui toucherait ses intérêts ou qui remettrait en cause sa volonté de spolier les richesses donc sahraouis. Oui. Dans les territoires sahraouis. Le président Sachant Macron, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au mois d'août dernier, il confirme ce que vous venez de dire à travers une lettre envoyée au roi du Maroc dans laquelle il renouvelle le soutien de la France. Ce sont nos mots, mais... Bien avant déjà, Oui. il a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour inciter le Maroc et dire au Maroc que la France elle est là pour vous soutenir dans votre entreprise de spoliation des richesses à travers un soi-disant programme de développement des territoires sahraouis, mais la réalité elle est tout autre. Il s'agit de profiter des richesses naturelles dont jouit ce territoire. Oui. Si vous voyez aujourd'hui, le Maroc, par exemple, donne pour une bouchée de pain toutes les côtes sahraouis pour les pêcheurs européens. C'est 52 millions, alors que les côtes sahraouis font partie des côtes les plus riches en ressources halieutiques au monde. Et les contrats qui sont signés, c'est 52 millions d'euros par an pour 128 navires européens. Ce qui illustre aussi que c'est une manière d'impliquer ces pays, essentiellement donc, les Espagnols et les Français, dans cette entreprise de spoliation. Oui. Mais merci beaucoup, Mokhran Touarabi. Rima Louibi, on le voit bien à travers ce que vient de dire Mokhran Touarabi. La France mise sur l'imposition du fait accompli colonial par le gain du temps, la falsification des données réfutables et l'intensification des manœuvres. Bien évidemment, ces manœuvres pour détourner les regards sur ce qui est constant et évident ne vont pas aboutir. Le phénomène du colonialisme est condamné à disparaître tôt ou tard. Mais on se rend compte que parmi les réactions dont on parle, les réactions des partis des pays membres de l'Union européenne, la seule réaction qui se distingue reste celle de la France. Qui prend note. Qui prend uniquement note, oui. Et elle suggère même dans le deuxième paragraphe de la déclaration, cette déclaration suggère dans son deuxième paragraphe, c'est plus correct, qu'elle continuerait à soutenir le Maroc dans son entreprise coloniale au Sahara occidental. Oui, et ça a servi comme argument pour le roi du Maroc qui s'est adressé il y a 3 jours face à son Parlement. C'était vendredi 11. Effectivement, et qui justement se justifiait de l'appui et de la reconnaissance, si je me permets, de la France à la marocanité du Sahara occidental. Donc, ma foi, c'est un peu bizarre, je trouve, qu'une monarchie, qu'un roi s'appuie sur un président pour justifier, comme s'ils ont besoin, je veux dire, d'arguments, parce que tout simplement, ils savent très très bien que le Sahara occidental n'est pas marocain. Mais si vous permettez, j'aimerais juste rebondir sur la position de la Commission européenne, qui, à vrai dire, n'est pas une véritable surprise dans la mesure où la haute juridiction européenne a dénudé cette commission dans la mesure où elle a fait la différence entre population du Sahara occidental et le peuple sahraoui. Car la Commission européenne et le Conseil européen, qui a fait des consultations, je la mets entre guillemets, auprès de la population du Sahara occidental, ont vu des amendements, des accords commerciaux avec le Maroc pour justement élargir les échanges commerciaux. Elle avait pris la population du Sahara occidental comme étant le peuple sahraoui qui apporte son total consentement à ces accords commerciaux. Alors que la haute juridiction européenne, elle a fait la distinction entre la population du Sahara occidental et entre le peuple sahraoui, le peuple autochtone, et en fin de compte, on ne peut pas parler de consentement à ce moment-là. Non, il n'y a pas eu consentement. Et là, il y a comme une sorte de paradoxe juridique
entre la Commission européenne et entre la haute juridiction. Oui, pour qu'il y ait consentement, il aurait fallu que la Commission européenne négocie aussi avec le représentant légitime du peuple sahraoui, qui est le Front Polisario, ce qui n'a pas été le cas. Effectivement. Et pour revenir à votre question, donc... il faut juste rappeler, Madame Louibi, que il faut se souvenir que la Commission européenne a contesté déjà dans un premier temps les verdicts de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque c'est elle qui a fait appel des premières décisions de la Cour européenne de justice. Donc il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir cette même commission essayer de convaincre les uns et les autres de ne pas aller dans le sens du respect du droit. Effectivement. Après, on voit que pratiquement c'est le même discours. Si je reviens à la déclaration, à la réaction de Borreta, qui a qualifié... Borreta, c'est le ministre marocain des Affaires étrangères. Effectivement, merci de le rappeler. Je rappelle aussi pour les oui, c'est important, oui, vous avez raison. Et c'est-à-dire qu'il a qualifié l'annulation des deux arrêts, notamment par rapport à l'agriculture, et celle des produits de pêche. Il les a qualifiés comme mettant un coup de paix dans l'eau, c'est-à-dire qu'il faut l'ignorer tant que les Nations Unies n'ont pas encore réagi à cet accord. Il faut savoir qu'il y a l'Espagne qui, le 13 octobre, avait réaffirmé le gouvernement espagnol, et ça a été repris par le Jeune Indépendant, le journal algérien Le Jeune Indépendant, cité que le gouvernement espagnol affirme qu'il respecterait la décision de la haute juridiction européenne, quelle que soit cette décision, qu'elle soit interne ou internationale. Donc c'est un grand pas pour... et c'était, excusez-moi, c'est important de le rappeler, parce que il y a eu de fortes pressions de la part des syndicats européens, notamment le syndicat des pêcheurs espagnols, qui demande justement à Sanchez de trouver d'autres substituts avec l'Algérie et la Mauritanie. Très bien, merci. Merci pour... Ce qui est un autre coup d'épée pour le Maroc. Un autre coup d'épée dans l'eau. Docteur... Non, je ne pense pas, mais... Bon, la décision des pêcheurs espagnols, ou la position des pêcheurs espagnols et de leurs syndicats sont à saluer. Effectivement, oui. Et d'ailleurs, même le syndicat des paysans français qui a appelé à interdire tous les produits provenant du Sahara occidental, notamment et qui les ne tomates. Seraient pas étiquetés comme provenant du Sahara occidental. Effectivement. Merci. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a en réalité 3 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. L'un pour la pêche, le second pour l'agriculture, et le troisième sur la question des étiquetages. Oui, et puis également, ils ont soulevé un point extrêmement important qui a été cité également par le quotidien El Confidencial, où on parle que le peuple sahraoui n'a pas donné son consentement. C'est-à-dire, c'est un point extrêmement important à citer et à rappeler à chaque fois. Oui, et c'est ce qui a joué dans les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Effectivement. Très bien. Merci pour tous ces éléments. C'est moi qui vous remercie. Docteur Ahmed Ben Saada, je reviens vers vous. Alors, comme nous venons de le signaler, comme l'a signalé Moukhala Touarabi, comme l'a signalé Madame Louibi Rima, le Maroc est paré et du moins complètement assommé par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Il tente depuis quelques jours de transformer sa défaite en victoire. Alors, il fait jouer ses relais politiques et médiatiques pour faire croire que les pays de l'Union européenne ne vont pas respecter la sentence de la Cour. Il se permet même de parler à leur place. Le roi s'est senti obligé de consacrer tout un discours à l'ouverture de la session d'automne du Parlement pour essayer d'expliquer à son peuple ou à ses sujets que, en réalité, le Maroc n'a pas perdu de plume dans ce dossier. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un signe de panique extrême? Oui, en fait, le Maroc n'a jamais respecté les décisions, comme je l'avais dit au début de cette émission, des cours internationales de justice, ni la Cour africaine des droits de l'homme,
ni la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ils ne sont pas à leur premier essai. Ils ont toujours fait en sorte de faire fi, un peu comme le fait Israël dans le dossier palestinien, de faire fi de ces et d'essayer de les contourner. Parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons un arrêt de la justice. Oui. Mais après, le gros problème, c'est de faire l'application de cela, c'est-à-dire de faire l'étiquetage correct, s'il n'y a pas une volonté de l'Union européenne d'appliquer cet arrêt de Cour de justice, oui. Ça va être lettre morte, parce que qui va faire le suivi de tout ça, qui va voir les pays qui pêchent, les bateaux, la provenance des bateaux, qui va voir la provenance. Donc on a tout cet aspect qui est très très difficile à mettre en œuvre sans la collaboration du pays colonisateur, le Maroc, et des pays qui sont les pays qui sont les clients de ce pays colonisateur, c'est-à-dire en particulier l'Europe. Donc, nous sommes devant un problème d'application de la loi. Et ça va être, à mon avis, très difficile à faire. Et je pense que, connaissant les méthodes du Maroc, les méthodes de corruption, de sudoiement, etc., ils vont probablement essayer de passer au travers, même s'ils ne peuvent pas annuler cet arrêt de la Cour de justice, ils vont essayer de le contourner d'une autre façon, en essayant de faire que son application ne puisse pas exister, ne puisse pas se mettre en pratique. Et c'est ça dont j'ai peur. Parce que il faut une volonté, il faut croire à la justesse de la cause du peuple sahraoui, et non pas de la population du Sahara occidental, qui est deux choses complètement différentes, mais du peuple sahraoui, de vouloir avoir un droit de regard sur les richesses de son pays. Et c'est là où le Maroc peut jouer et faire jouer justement ses relais. Et elle en a énormément. Elle a une diplomatie très très offensive en termes C'est une diplomatie du chéquier. Du chéquier, voilà, du chéquier. Il n'hésite vraiment pas à payer parce que, en fait, ce qu'on remarque, le Maroc, il n'a un seul souci actuellement, c'est le Sahara occidental. Oui. On ne parle pas du développement du Maroc, on ne parle pas du développement humain au niveau du Maroc, on ne parle pas de l'indice de développement humain, on ne parle que du Sahara. Alors si vous lisez la presse marocaine, vous allez trouver que Sahara occidental, Maroc, race, etc. Et puis fondamentalement, Dr Ahmed Ben Saada, on a l'impression que le Makhzen utilise le Sahara occidental à la fois pour s'enrichir illégalement, mais aussi pour faire diversion sur une situation interne des plus calamiteuses. Nous avons consacré beaucoup de numéros de grand angle à la situation économique, à la situation sociale du Maroc. Aujourd'hui, cette situation est des plus alarmantes. On risque d'avoir une explosion sociale à n'importe quel moment. Et donc, pour détourner l'attention, le Makhzen détourne l'attention des Marocains en convoquant à chaque fois, comme un leitmotiv, le dossier du Sahara occidental. D'ailleurs, le roi du Maroc, Mohamed VI, l'a bien déclaré dans son discours du 11 octobre dernier, lors de la session d'automne du Parlement, l'ouverture de la session d'automne du Parlement. Il a dit que le Sahara occidental était le dossier prioritaire du Maroc. Exactement. On l'avait vu avec son père, le roi Hassan II. Vous vous rappelez qu'il avait essuyé 2 tentatives de meurtre pour un coup d'État. Et il a réussi justement avec la Marche verte, dans quelques années plus tard, avec la Marche verte, d'essayer d'agglomérer tout le peuple pour un dossier qui est une chimère, en fait. C'est une chimère, ça date depuis 1975 jusqu'à maintenant. C'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle. Voilà, et pendant ce demi-siècle, il n'y a pas eu une seule
contestation contre la monarchie, alors qu'elle était extrêmement présente dans le début des années 70 contre la monarchie marocaine, qui est un singleton dans notre région. C'est quelque chose d'assez anachronique dans la région du Maghreb, parce que le Maghreb n'a pas vocation à avoir des monarques. L'Afrique, elle s'est libérée de son joug colonial, et la normalité, ce serait qu'il y ait une république à côté de notre pays. Mais cette histoire du Sahara occidental a fait jouer justement en faveur de la sacralisation du roi autour d'une cause qu'il vend à son peuple, au détriment des conditions désastreuses d'une certaine frange de sa population, parce qu'il y en a une frange qui vit très bien dans les grandes villes, qui est d'ailleurs la frange qui est citadine et qui a accès à pas mal de richesses. Oui, la petite bourgeoisie, la bourgeoisie, elle est vraiment très chouchoutée au Maroc, justement parce que c'est eux qui font qui sont en fait l'ossature du système du Makhzen. Et une partie des bénéficiaires des richesses spoliées, volées au Sahara occidental. Mais d'un autre côté, vous avez toute une frange majoritaire du peuple qui vit dans les campagnes et qui vit même dans les villes, dans les bidonvilles, et qui est en fait une sorte de servitude vis-à-vis de cette petite bourgeoisie. Et c'est maintenu dans ce sens-là, c'est maintenu comme ça. Les conditions de vie en campagne et dans certaines régions du sud du Maroc sont quasiment moyenâgeuses. On l'a vu lors du séisme de l'année dernière. Exactement. Et puis on l'a vu, on a découvert avec tristesse que ces peuples vivent dans des conditions, mais alors absolument désastreuses, et continuent à vivre tout en incantant le nom du roi, même dans leur misère totale. Donc vous voyez, il y a un endoctrinement de ce peuple qui n'arrive pas grâce justement à cette cause qui semble fédératrice, n'arrive pas à se soulever. Oui, merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Moukran et Touarabi, donc nous le voyons, la monarchie marocaine est une monarchie prédatrice. Elle ne ménage aucun effort, ou elle utilise de nombreux subterfuges. Donc pour garder le soutien ou requérir le soutien des pays de l'Union européenne pour garder la main sur le territoire du Sahara occidental. Pourtant, pour les pays européens, la solution est toute simple. S'ils veulent continuer à exploiter les ressources du Sahara occidental, eh bien, ils n'ont qu'à négocier avec le Front Polisario. Le Front Polisario n'a jamais dit qu'il empêcherait les pays européens d'exploiter les ressources du Sahara occidental. La seule chose qu'il demande, c'est d'être consulté, c'est de faire partie des négociations pour qu'il puisse donner son consentement et surtout profiter des retombées de ces ressources. Tout à fait. Au fait, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne confirme, donc met fin à la politique du fait accompli colonial marocain qu'il pratique depuis de longues années. Aujourd'hui, avec cette décision, il y a une reconnaissance juridique du Front Polisario comme l'unique représentant du peuple sahraoui. Et aussi, c'est une reconnaissance aussi de l'existence de ce peuple que le Maroc a tout fait pour cacher, comme s'il n'y a pas de peuple sahraoui dans ces territoires et qu'il n'y a que des Marocains, et que même par le passé, le summum du mensonge, c'est qu'on considère que les réfugiés sahraouis sur le territoire algérien à Tindouf, qui sont gérés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, que toutes les nations ont visité, que le représentant envoyé spécial des Nations Unies
a visité plusieurs fois. On continue au Maroc à dire tous les jours qu'il s'agit de prisonniers. De prisonniers, d'otages marocains. Donc on essaye d'effacer l'existence du Sahara occidental. Alors tout le monde sait que ces camps de réfugiés sont gérés par tout le monde l'a HCR. visité. Toutes les nations du monde ont accès aux données, à l'information qui est sur place. Les représentants de l'ONU, pas un seul, plusieurs se sont rendus sur place. Des secrétaires généraux des Nations Unies comme l'actuel s'est rendu sur place. Donc le Maroc n'hésite pas, même le mensonge, plus le mensonge est gros, mieux c'est. Aujourd'hui, on constate que il y a un agacement au sein du Marzen parce que c'est la deuxième fois c'est un deuxième coup qu'apporte la justice européenne au Maroc, qui a sa volonté de faire main basse d'une manière définitive sur ce territoire et sur les richesses de ce territoire, en évinçant totalement le peuple sahraoui qui continue de lutter militairement, de résister pour recouvrer son indépendance, et que le droit international soutient dans sa démarche. Le Front Polisario a pratiquement gagné toutes les batailles juridiques engagées contre l'occupant marocain. Tout à fait. D'ailleurs, la reconnaissance du Front Polisario comme l'unique représentant du peuple sahraoui et la République arabe sahraoui, donc la RASD, comme aussi une république qui existe, même si elle n'est pas reconnue au niveau onusien, mais elle est reconnue au niveau africain. Elle est même membre, parmi les membres fondateurs de l'Union africaine. Elle participe aujourd'hui au nom de l'Union africaine à des rencontres internationales. On a vu récemment TICAD comment les soi-disant diplomates marocains ont agi contre le représentant diplomatique de la République sahraoui. C'était le 24 août à Tokyo. À Tokyo, voilà, donc les pratiques de Baltaguia, pour reprendre une expression chère à nous, aux Égyptiens, elles sont ancrées dans des méthodes de brigands. De brigands, voilà. Effectivement, quand on n'a plus d'arguments, on recourt à la violence physique, carrément. Et aujourd'hui, on essaie encore une fois, de leurrer le peuple marocain en faisant croire que non, voilà, au contraire, cette décision ne vaut rien, que le Maroc est renforcé dans sa position. Complètement abasourdi par les décisions de la Cour de justice européenne. Tout à fait, parce que ils savent qu'il y aura un impact sur ça et que la cause sahraoui avance malgré toutes les alliances les plus... même avec les pays les plus puissants de la planète. Les plus puissants de la planète, et même son alliance avec les sionistes n'a pas apporté ses fruits, du moins n'a pas freiné l'avancée de la cause sahraoui sur la scène aujourd'hui européenne. Même leur alliance avec les Émirats arabes unis aussi. N'ont pas permis à la balance de pencher dans le camp marocain. Effectivement. Oui, alors merci Mkhoulane. Effectivement, donc malgré sa diplomatie du chéquier, malgré qu'il ouvre les portes de ses hôtels aux étrangers, le Maroc essuie échec sur échec sur la scène internationale, Madame Loubilouma. Oui, effectivement, c'est un échec. C'est un échec pour... C'est un échec patent, c'est historique. Pour la diplomatie marocaine, et c'est une victoire pour le peuple sahraoui qui, le 12 octobre, a célébré la journée de l'unité sahraoui. Donc c'est une véritable victoire pour le peuple sahraoui et une véritable défaite pour la politique marzanienne qui ne cesse de compter échec après échec. Donc arriver qu'un roi justifie sa politique par l'appui français, cela prouve que le Maroc est toujours sous protectorat français. Voilà, donc ma foi, c'est une défaite totale pour la politique marzanienne qui doit forcément trouver, je reviens à la réponse du professeur Ben Saada, trouver forcément d'autres solutions, parce que ce sera difficile d'appliquer la décision de la haute juridiction européenne
mais le miracle, c'est aussi africain. Donc les Sahraouis pourront davantage relever le défi, sachant que la lutte juridique des Sahraouis remonte à 2012 aussi. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste plus que 5 petites minutes. Nous ne terminerons pas, Dr Ahmed Ben Saada, sans parler des relations historiques et solides qui unissent le Sahara occidental à l'Afrique. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination est solidement ancré dans le droit international et dans les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. C'est un droit inaliénable. Alors, on a l'impression que le Maroc veut faire prévaloir la loi de la jungle sur le droit international. Il a échoué avec... son échec est bien évidemment patent. Nous l'avons vu, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ont été applaudies un peu partout dans le monde. C'est le cas particulièrement en Afrique où le Front Polisario bénéficie d'un fort soutien, de Abuja à Nairobi, en passant par Pretoria, Alger, Windhoek, Luanda. Tout le monde a accueilli avec satisfaction les décisions historiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Front Polisario est en terrain conquis en Afrique, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Rabat a tenté dernièrement une approche en direction d'un cadre de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Bien sûr, cette approche a échoué. Alors, pensez-vous qu'il soit possible pour le Makhzen de mettre dans son escarcelle tous les pays qui aujourd'hui soutiennent le Front Polisario en Afrique? Alors, oui, la politique du Maroc, c'est justement une politique d'essayer d'endiguer, si vous voulez, cette volonté des pays d'être conformes au droit international. Donc, on a vu les dernières années qu'il y avait plusieurs pays africains qui ont, par exemple, ouvert des missions diplomatiques dans les territoires occupés par le Maroc. Oui. Et en fait, c'est complètement contre la charte de l'Union africaine. Exact. Mais aussi, c'est contraire aussi au droit international. On se rend compte finalement que ces missions diplomatiques n'ont pas de sens parce que dans ces régions, ces pays n'ont pas de citoyens. N'ont pas de ressortissants. N'ont pas de ressortissants. Autre chose, le cas du Sénégal est encore assez cocasse. Le Sénégal a un consulat qui est honorifique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de représentation. C'est juste un appui à la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Donc, c'est une aberration diplomatique. C'est une aberration complètement... C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe dans le Sahara occidental actuellement, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête de pas mal de dirigeants, surtout africains. Mais en fait, ce que fait, d'après des observateurs de la scène politique, c'est le Maroc cherche justement à soudoyer, comme il le fait pour des personnes, il soudoie ces pays en les aidant de manière à leur faire essayer de résoudre leurs problèmes et leurs difficultés économiques énormes, c'est-à-dire qu'il va leur donner énormément d'argent en contrepartie de la reconnaissance ou de l'ouverture d'un truc. Donc il y a un très grand lobbying qui se fait actuellement. Tu ouvres une petite place, un petit truc à la Youn ou à Dakhla et on te donne, on t'aide, le cas par exemple du Kenya. Et on te donne du phosphate volé aux Sahraouis. Exactement. Le cas du Kenya est vraiment assez éloquent là-dessus. Le 14 septembre 2022, et William Ruto, qui venait d'être élu. Oui, il venait d'être élu et il avait une rencontre avec Bourreta. Il a fait un tweet comme quoi il reconnaissait la marocanité du Sahara. Et là, les forces politiques ont réagi très vite. Exactement. Et il y a eu
retrait du tweet. Et non seulement cela, mais il y a eu aussi une mise au point du ministère des Affaires étrangères qui a complètement été contre l'avis de William Ruto, qu'on connaît, qui a des relations avec les autorités marocaines depuis très longtemps. Mais dans l'analyse de cette bourde diplomatique, c'est que le Maroc aurait proposé au Kenya, parce que concernant son agriculture, de lui donner du phosphate, parce que le phosphate, vous vous rappelez, à cause du conflit entre l'Ukraine et la Russie, est devenu assez rare, de lui donner carrément du phosphate à très bas prix ou gratuitement, s'il pouvait reconnaître la marocanité du Sahara. Donc, vous voyez, c'est ce genre de technique-là que le Maroc utilise pour arriver à ses fins. Et ça n'a rien à voir avec le droit international ou avoir une volonté de reconnaître ou de ne pas reconnaître la République arabe. Mais heureusement, Dr Ahmed Ben Saada, qu'en Afrique, il y a les pays qui comptent en Afrique. Tout à l'heure, j'ai cité l'Afrique du Sud, j'ai cité l'Angola, j'ai cité le Zimbabwe, j'ai cité le Nigeria et la Namibie. Tous ces pays n'ont pas vendu leur âme et ils continuent à peser pour que le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, puisse accéder à son indépendance. Exactement, et en plus, actuellement, à cause du froid que nous observons entre l'Algérie et certains pays du Sahel, le Maroc est en pleine campagne de soudoiement, de l'ouverture d'un corridor atlantique, des trucs absolument aberrants pour justement se profiter de cette situation politique qui est pas très bonne actuellement dans le sud de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ben Saada. Je crois que nous avons pratiquement consommé le temps imparti à l'émission. Je dirais juste que malgré ces manœuvres, malgré sa diplomatie du chéquier, l'Union africaine reste en phase avec le droit international. Elle demande, comme tous les militants de la liberté, elle demande à ce que le peuple sahraoui puisse bénéficier de son droit à l'autodétermination, puisse accéder à son indépendance. L'Union africaine, dont justement le Sahara occidental est membre fondateur. Merci à vous trois. Je vous remercie, Dr Ahmed Ben Saada, pour avoir eu la gentillesse de participer à ce nouveau numéro de Grand Angle. Merci à vous et merci à Madame Louis et à Monsieur Aïtou Arabi. Merci à vous. Merci Mkholan Aïtou Arabi d'avoir été là avec nous aujourd'hui aussi. Merci à vous aussi, à tous les invités. Merci. Et un grand merci à Madame Louis Bilima qui a eu la gentillesse aussi de répondre favorablement à notre invitation. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zin Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Hakim et Khaled. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.